Nous sommes dans le sud de la France, dans la belle région de l'Aude. Une région chargée d'histoire, mais aussi de mystère. Car c'est ici que serait caché un fabuleux trésor. Tout a commencé sur cette colline, qu'on nomme la colline envoûtée, et qui surplombe un petit village d'une trentaine d'habitants, Rennes-le-Château. Un village qui reçoit chaque année plus de 20 000 visiteurs venus du monde entier, attirés par la légende du trésor de la Bessonnière. Je suis tout à fait persuadé que la Bessonnière a découvert, sinon un trésor, du moins un magot d'une certaine importance. Je suis persuadé, mais il s'agit d'une conviction intime, je ne peux en aucun cas la démontrer aujourd'hui, qu'il reste quelque chose, mais ce quelque chose, est-ce que ça provient du trésor de la Bessonnière ou est-ce que ça provient d'un autre dépôt, d'une autre nature? Là est la question. Reconstituer la dalle de la marquise de Blanchefort, dont on constate à première vue que le graphisme est presque incompréhensible sur la tombe d'une dame de haute naissance. Si on pose comme hypothèse de travail que le T signe le trésor, on a d'autres possibilités que de suivre les autres T pour voir s'ils se trouvent en place. Celui-ci est correct. Celui qui devrait se trouver dans le mot d'Hautpoul a été effacé, ou plus exactement, il manque. Celui de Blanchefort est à la bonne place. Celui du mot 7 a été décalé pour prendre la place qui logiquement revenait à la lettre P. Quant au dernier, il se trouve dans un mot fabriqué de toutes pièces qui est le mot catin, par glissement et césure au mauvais endroit du mot requiescat. La césure devrait donc se trouver ici. Et nous avons l'interprétation évidente qu'apparaît. Le trésor n'est pas ou n'est plus chez les Hautpoul, absence du T. Il a été déplacé. Il se trouve au milieu du mot catin, qui nous renvoie au mot latin catinum, qui signifie grotte ou caverne. Officiellement, les fouilles sont interdites. Mais la nuit, les recherches continuent. Qu'aurait donc trouvé la Bessonnière? Les hypothèses sont nombreuses et les avis sont partagés. S'agit-il du trésor des Mérovingiens ou de celui du roi Salomon rapporté par les Romains? D'autres encore pensent que c'est le trésor de la reine Blanche de Castille ou celui des Templiers qui se cache dans ses grottes et ses rivières souterraines. Après 30 ans. Donc cette grotte n'a pas été redécouverte depuis une quinzaine d'années, depuis l'émission Mystère. D'Alexandre Balou. Donc nous avons encore retrouvé le bateau en polyuréthane et une rame. Donc nous allons explorer et voir ce qui se cache derrière ces petits fonds rocheux. Il y a de la terre. Donc vous allez me rejoindre et puis on va explorer un petit peu plus en profondeur pour voir ce qui se cache derrière ce couloir, ce souterrain. Vous m'entendez? Ok. Donc là, tu vois, on va continuer encore sur une cinquantaine de mètres pour arriver à cette fameuse salle, cette grande salle. Nous allons filmer tout très prochainement. On est presque arrivé. Donc Lémi, nous rentrons à l'intérieur, à la sortie de cette grotte. Hein, nous rentrons dans une caverne, difficile à distinguer, mais c'est absolument immense, 25 mètres en hauteur. Et combien en largeur, là, dans toute la longueur? La profondeur, tu dois avoir pas loin de 80 mètres. 80 mètres? Oui. Voilà, il y a une autre salle. Hein, il y a une autre salle secondaire complètement inattendue, au moins aussi grande, oui. Assez incroyable. Il y a un endroit, il y a un puits où les parois sont toutes lisses, où on peut accéder à moins de prendre un grappin et de pouvoir descendre à l'intérieur. Mais
En tout cas, c'est des cavités absolument colossales. C'est dingue, c'est complètement ahurissant en fait. Hein. Ouais. On se sent tout petit et les roches. Donc, qu'est-ce que c'est que cette roche? C'est donc du gypse marneux. Du gypse marneux. Voilà. Qui servait à faire du plâtre. Ça servait à faire du plâtre. Ou de la chaux. D'accord. Bon, on va se diriger maintenant vers la sortie. Tout à fait. Parce que ici, c'est très dangereux quand même parce qu'on voit que le plafond s'est effondré. Et c'est pour ça qu'on essaiera de garder un minimum d'anonymat sur l'entrée de cette grotte. Que personne ne risque de se blesser. Alors, sensation? Génial. Une vitesse incroyable. Tu es le bac? Tu viens me chercher? Je suis le ferry. Le ferry. Je suis le D'accord. ferry boat. Bon. On va essayer de rentrer pour revenir donc la prochaine fois avec tout l'équipement nécessaire pour s'attaquer à la grande cavité. Ça te tente? Ah ouais, ça me tente. J'ai mal aux pieds. Les aventuriers. Waouh, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Tu as vu ça? Ça, le matin au réveil, pour partir au travail, c'est exactement ça. Oui, celle-là, qui est vraiment, en tout cas qui inspire, Tu aspires à quoi? c'est une invitation à être explorée en tout cas. D'accord. On va voir ça d'un petit peu plus près. Ah, c'est mieux. Ça monte, hein? Ça monte. Faut aller voir. Et ça tourne à droite. Bon, mais ça va être vite réglé. Hein. Oui. Il y a ça qui font, ça continue. Vas-y. Ouais, il y a du matériel pour creuser là. Il y a du matériel pour creuser? Ouais. Cool. Les mecs, ils ont bien bossé. Hein. Alors, attends. On va creuser là. Il reste des seaux. On va essayer d'attaquer par plusieurs endroits, mais a priori, la veine s'arrête là. Non, je vous ai accompagné parce que j'ai peur qu'il vous arrive quelque chose. Alors, à la limite, tu vas pouvoir monter pour filmer l'eau et l'arrivée, le matériel. Ouais. Ok. Je vais laisser passer l'ami. Vas-y, faufile-toi. T'emmènes un sac avec toi. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? T'as mon appareil déjà? Ah, d'accord. Un flash. Tu vois? C'est quoi? T'imagines
pas. Ouais. Avec flash? Ah bah c'est des acharnés les mecs, hein. Sans éther, rien. Que dans la roche. En fait non, parce qu'on voit que de la pierre, on voit pas de déblais de cailloux, on voit que de la terre. Comme s'ils déblayaient une grande grotte qui avait été complètement bouchée. Oula là, ça part à droite là-bas. Non, j'ai regardé. Là, les parois sont nickel. Alors, en cherchant bien. Il faut bien chercher. Attends, j'arrive. Tac. À l'entrée, nous sommes uniquement à l'entrée. Hein. Donc ce que pour l'instant on appelle la grotte de la Fajole, la fameuse grotte de Boudet. Au fond, il y a une plaque métallique recouverte d'une branche d'arbre. Donc nous allons enlever ça pour pouvoir y pénétrer. Voilà. Putain, il y a des moustiques, ça raconte pas. Ouais, là c'est le moment. Là, qu'il n'y a pas une bête qui va me sauter à la gorge, ça. Ah, je pense pas, non. C'est maçonné quoi. Waouh! Cool! Ah ouais. Belle qualité. Il fait frais. Ah, il fait très très frais, ouais. C'est quoi la différence entre les grottes de Montferrand et les égouts de Paris? L'odeur. Ils sont plus là. L'odeur. Bonne arrivée. Oh putain, le truc! Ah! Jérôme, bouge pas, panique pas, t'en as juste une autre, t'en as une autre au-dessus de la tête. Panique pas, c'était là depuis le début de ton pag, elles sont tranquilles. Espèce d'immondice, là. Tu descends un petit peu pour voir ce qui se passe? C'est immonde. Donc, en fait, nous sommes trop trouillards. Il y a à peu près 2 milliards de moustiques, et pas des petits. Ce qui constitue la nourriture, le garde-manger d'araignées beaucoup plus grosses, avec un corps énorme. Donc nous allons revenir prochainement avec une bombe de lac, un briquet pour faire chalumeau, et des manches longues pour éviter les piqûres de moustiques. Qui peuvent nous enlever à 2 minutes à chaque piqûre. Ah oui, ça va, ouais. À 2 minutes, ils te vident de ton sang, tu finis tout sec par terre. Hein. Bah, on est dans une des régions les plus dangereuses du monde, hein, faut quand même le dire et le rappeler. Mais je crois que d'un point de vue espace-temps tridimensionnel, et je crois qu'il y a un vortex. Là. Quand on a enlevé la porte, il y a eu comme une porte spatio-temporelle. Où, si tu veux, on est tombé dans un milieu différent, où les bestioles en fait ont une autre gravité. Oui, non, tout à fait, quoi. D'une autre taille, d'une autre époque. Donc là, on n'est pas de taille à lutter. Là. On reviendra. Non, là, effectivement, vu la taille des araignées, bon, elles sont pas nombreuses, hein, il y en a une quinzaine. Hein. Et vu comment tu passes près avec tes cheveux, comme Jérôme l'a fait tout à l'heure, il avait les cheveux qui trempouillaient sur les pattes de l'araignée, donc en effet, ça n'inspire pas. Je pense pas qu'elle nous fasse grand mal, mais si elle nous mord, à mon avis, on va voir que, pareil, on ressortira plus parce qu'on aura enflé. Ah oui, tout rouge même. Tout rouge. Bon, allez, prochaine séquence. Donc au prochain épisode, peut-être demain, parce que dans l'après-midi, nous allons faire la grotte de Blanchefort, la vraie grotte, celle qui n'est pas connue de tout le monde, là où il y a l'or en fait, donc on va sortir le trésor cet après-midi. Voilà. Ce sera peut-être filmé? Peut-être. Si pour le caméscope ça risque pas. Là, qui se trouve là-bas donc, c'est la petite clairière qu'on voit en sommet avec la touffe d'arbres au-dessus.
Donc la Fajol, Boudet nous décrit qu'il devrait y avoir une petite grotte qui donne le nom à la Fajol, to Fage Hall, donner l'impression d'une grotte. On n'a jamais trouvé sur sa face nord, qui normalement devait regarder Montferrand. Donc aujourd'hui, on a fait une des veines qui se trouve devant nous, dans lesquelles effectivement il y a plusieurs départs de cavités qui ont a priori été creusées. Donc certainement, si les gens ont voulu creuser ces cavités-là, c'est qu'a priori ils cherchaient quelque chose qui se trouve dans le champ dégagé devant nous. Donc en dessous du champ de vallée, on apercevra la pique, sur la droite donc. La pique, et juste en dessous de la pique, on aperçoit très nettement comme sourde. Donc la pique est là-bas très nette, très distincte. D'ailleurs on a à peu près le même angle comme on aurait peut-être pu la voir un peu plus sur la gauche, sur les bergers d'Arcadie Nicolas Poussin. Les crapahutés? Très monsieur. Donc on va passer par où? En face. En face là? Pour aller tout en haut du Ça grimpe un petit du roc de Blanchefort. Bon, prêt alors pour vider toutes les pièces d'or? Prêt à mourir. Prêt à mourir, c'est parti. C'est parti. Donc nous voici donc devant la grotte de Blanchefort, une petite faille. Donc très facile d'accès. Encore qu'il faille monter quand même 30 minutes de pente à 80 degrés. Donc nous allons essayer d'aller un petit peu plus au fond pour en savoir un petit peu plus. Donc pour l'instant nous ne l'avons encore jamais fait, donc c'est une première. Nous allons voir ce qu'il en découle. Donc à très bientôt. Je monte à une porte tellement elle est parfaitement rectiligne et perpendiculaire dans les coins. Bon on est parti hein, à la grotte de Blanchefort. Voilà. Ouais. Allez, on y va bien. Attends, il faut éclairer un peu, sinon le caméscope il va rien voir. Vas-y. Encore 1,50 m et puis tu peux te lever. Et encore. Là tu peux commencer à te relever. Touche pas l'eau. Quoi? Je dis rien ne touche pas l'eau. Ça fait mal. Jérôme, fais gaffe à ta tête, t'es vachement près là. Là tu peux remonter un peu si tu veux. Sympa hein? Ouais, sympa. Sympa, il y a quelqu'un qui est venu. Après on va rentrer sur les bouées. Pas trop. Pas trop. Faut aller sur le plus gros. Hein. Faut être sur les deux, c'est mieux. Ouais. Celui de gauche, il commence à craquer quand tu marches dessus. Donc faut y aller tout doucement. Ah ouais? Ouais. J'ai entendu craquer. C'est un peu dangereux le truc là. Oh. On est complètement au destin. Et bon. Éclairé. Voilà. Bonjour monsieur. Le gardien de la grotte. Asmodée. Ouais, c'est pas moi. C'est pas toi Asmodée? Non. Ah, fais gaffe, il y a un trou, ouais. Ah oui. Je déconne pas. Alors là, tu vois, Ouais. tu peux regarder vers là. C'est le bout de la première partie. Ouais, et après, tu as un petit virage sur la gauche, tu as 1 mètre, même pas. Donc c'est pas intéressant.
D'accord. Putain, il est tellement poussière, le caméscope a du mal à faire de la mise au point. On va aller sur la pointe là, pour récupérer la ficelle. D'accord. D'accord. Hein? Tu veux l'araignée? Ouais. Regarde, c'est ça. Hein? Tu l'as vu ou pas? Non, j'ai confondu. GG, tu te sens? Ouais, mais pas avec le caméscope. Là, faut que tu passes tout le chlore, après tu chopes la corde, voilà. Et tu descends progressivement. En essayant de mettre la corde sur le côté, parce que tu vas te retrouver un petit peu tendu avec la corde. C'est de fou, quoi. Ça va? Là, faut que tu écartes les jambes. C'est un peu Ils sont bien 3-4 mètres en dessous. Ok, allez-y les gars. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Ça, là, c'est pas une mouche. Là-bas, là. Et là. C'est bon, G? Attention, malin, te tombe pas sur la gueule, Michael. Hein. Pas de problème. Je suis protégé, moi. Ok, c'est bon, Jérôme, t'as les prises? Allez. Putain, malin, tu me fais chier, merde. Jette-la. Les contracts. Allez, tranquillou, GG. Les contracts. Regarde avec tes yeux. Faut jamais forcer, là. Hein? Yes, mec. Yes. Tu es un warrior. Tu es vraiment le warrior. Bon, faut avec l'araignée. Non, mais ça va. Ouais. Moi, j'ai Alors, Alors, une fois. Ça le pied dans tous les sens. Moi je t'ai rien dit quand tu remontais mon gars parce que franchement tu paniquais. Mais t'en avais une qui était à 3 cm de la jambe, l'autre à côté de la main. Attention à toi quand même, il y a des... Laurent, tu peux nous expliquer alors où est-ce qu'on est? Là on se trouve à la Rame. Parle bien fort. On se trouve à la Rame, qui était le lieu d'habitation de la famille Reynaud a priori, donc en l'occurrence Elisabeth Reynaud, dans un 15 mai 45, 1800. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la pierre tombale, on trouve des N inversées et une sentence qui marque donne des profundis. Bah, la pierre tombale, on essaiera de la trouver à Rennes-le-Château. Donc là, c'est tout ce qui reste de la demeure de cette jeune fille. A priori, on peut faire le tour un petit peu pour voir la propriété, puisque je pense que là, il doit y avoir l'habitation principale. Donc c'était une jeune sorcière, à ce qui paraît, de 18 ans. Voilà, elle était considérée comme étant sorcière. Donc ce qui est intéressant également, c'est que... C'est quoi ça? C'est pour le four, tu crois? C'est peut-être un four, mais ça a l'air bien plein. Cheminée? Cheminée, un four, peut-être effectivement, ouais. Mais il n'y a pas de traces dessus, donc ça m'étonnerait. Il n'y a pas de traces dessus. Ouais, mais depuis le temps. Tu dis qu'elle est morte en quelle année? 45. 1945? 1845. 1845. Donc tu vois, la suite à mon avis, ça se serait barré depuis longtemps, je pense, non? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, oui, je pense que oui. Regarde l'état de la végétation qui a poussé par-dessus, quoi. Et puis avec la pluie, ça a nettoyé la pierre. Ça fait 160 ans quand même. 160 ans. Je pense qu'en 160 ans, il peut... Ouais. Bon, bah la direction Rennes-le-Château pour voir sa tombe alors. Absolument, Jean-Pierre.
À la pique, le centre du pentacle de Lincoln. Et donc faisons un petit zoom sur la rame, un petit bosquet au milieu d'un très grand champ où nous avons trouvé il y a 2-3 jours des ruines de la rame. Donc la dalle qu'on appelle la dalle d'Elisabeth Reynaud. Pourquoi? C'est une dalle mortuaire qui se trouve actuellement à Rennes-le-Château, sur laquelle il y a la sentence qui suit. Ici J. Elisabeth Reynaud, décédée à la métairie de l'Aram un 15 mai 1857. De profundis, voilà ce qui est marqué sur cette dalle. Ce qui est intéressant, c'est que cette dalle est ornée de 3 N inversés, c'est-à-dire tous les N en fin de compte sont inversés. Et la sentence de profundis, bien sûr, inspire à tous les chercheurs des connotations de trésor. Ouais. Ça pour dire donc que l'Aram se trouve effectivement, comme l'a dit Jérôme, dans ce petit bosquet qui se trouve ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter de l'Aram? On ne sait pas grand-chose sur Elisabeth Reynaud, ni sur l'Aram, ni sur sa famille. Ce qu'on sait, c'est qu'elle avait une réputation de sorcière, sa mère ou elle-même. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que l'Aram se situe sur un tracé qu'on peut tirer entre Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains et le château du Bézu. Ce tracé donne un triangle, donc un triangle qu'on peut comparer à celui de la dalle de Kumsourde. D'accord, et qui en fait est le glyphe de Quillan. On peut également coller sur exactement la même topographie et exactement le même type de repère, le glyphe de Quillan. Donc le glyphe de Quillan qui a été laissé donné un don de Henri Boudet à l'église de Quillan. Donc c'est une clé de voûte, une sorte de 4 représentée. C'est que l'Aram se situe donc juste au-dessus de la Morine. Donc vraiment à l'intersection, on prend le dalle de Kumsourde, on a donc 2 traits qui partent vers le centre du triangle. Juste au-dessus, on a la Morine et donc le lieu-dit l'Aram. Ce qui est intéressant, c'est quand on fait une lecture de Boudet, donc c'est une hypothèse de lecture, une hypothèse de lecture, dans le livre de Boudet, il y a tout un passage qui traite de la marine armoricaine. Ce qui est peut-être intéressant là-dessus, c'est que Boudet décompose en breton le mot la marine armoricaine, oui, je fais déjà le lapsus, comme suit. En fait, il dit que ar est un mot qu'on connaît pas en breton. Mort veut dire la mer, et il s'interroge également que veut dire ik. On a donc la décomposition ar, mort, ik. Il dit que le breton est incapable d'expliquer cette décomposition, sachant que avec l'idiome de Tectosage, la langue de Tectosage que présume Boudet comme étant la langue originelle, on peut traduire ceci comme suit. Lui, il dit tout simplement que arme, A-R-M, or, plus ik, signifie de longues rames. Alors pourquoi? Parce qu'il nous dit que dans la tribu armoricaine, il y avait la tribu des Vénètes qui étaient de grands marins. Ils avaient des bateaux à bord très relevés. Et donc ils devaient utiliser de longues rames. Ce qui est rigolo, parce qu'on connaît un petit peu Boudet dans ces jeux de phonétique. On sait que Boudet aujourd'hui peut très bien, par ce biais, donner un jeu de phonétique très simple. Quelle est la particularité de la marine armoricaine et des Vénètes en l'occurrence? Ce sont les rames. Effectivement, la rame, les rames
est l'ancien nom de l'ARAM, L''A''A''M. Autrefois, ça s'appelait l'ARAM, avec A-Y-R-M. Donc, l'ARAM. Donc, en gros, on peut très bien se dire, Boudet nous donne par un jeu phonétique l'endroit ou un endroit sur sa carte, parce que cet endroit est sur la carte de Boudet, mais n'est pas noté, n'est pas dessiné. Cette partie de la carte de Boudet reste à faire. L'ARAM, pourquoi ? Dans la marine armoricaine, on a absolument tout pour faire un décodage phonétique. On a la marine, la phonétique directe c'est la morine, qu'on peut retrouver juste en face de nous. Donc on a la morine, pour la marine, on a armoricaine. Alors armoricaine, on peut tout simplement le dire comme suit. Aram, or, tout simplement, sans aller chercher plus loin, hic de la pique. Ça veut dire qu'on se retrouve donc dans une configuration où on a la rame, avec les longues rames et armes, la pique, or. Ce qui est intéressant, c'est que Boudet finit son chapitre, enfin en l'occurrence finit ce passage sur la marine armoricaine en nous citant, et c'est d'ailleurs pour ça que la marine armoricaine, la marine des Vénètes, portait le nom de Armoricie. Et si on décompose une nouvelle fois comme nous l'a appris Boudet, arme, aram, or, ici. Voilà pour ce qui est de la petite interprétation. Voilà. Merci beaucoup Laurent. Avec plaisir. Un petit peu cette théorie à propos du tableau de Nicolas Poussin. Une vision, une hypothèse. Une hypothèse. Beaucoup de chercheurs sont partis dans le fait qu'effectivement, sur le tableau de Nicolas Poussin, les Bergers d'Arcadie numéro 2, on a un paysage de manière qui pourrait, notamment sur la droite, représenter le paysage de la région. Blanchefort, le Cardoux, même le Château. Cependant, sur le côté gauche de ce tableau, on ne reconnaît pas, si on se met au côté de Montil, on ne reconnaît pas du tout le paysage. Par contre, ce qui est intéressant, on peut facilement, je pense, voir une analogie esthétique par rapport à la pique. Et pour avoir ce point de vue de la pique, il faudrait exactement, ça c'est intéressant, se trouver en contrebas ici. Très bien imaginer une reproduction d'un tableau, d'un tombeau avec une vue de bas en haut sur la pique. Et ce qui est intéressant notamment, c'est qu'on va ici, on est à la vallée des dieux, on est donc dans la vallée des dieux, et la vallée des dieux, c'est l'Arcadie. Donc on pourrait aisément, en étant à la vallée des dieux, regarder la pique, avoir un point de vue qui peut ressembler à celui des bergers d'Arcadie, peint par Poussin, et dire enfin, et in Arcadie ego. C'est une interprétation qui est complètement hypothétique, mais de toute façon, pas plus saugrenue que beaucoup d'autres qu'on peut lire ou entendre sur le sujet. Voilà, voilà. Un champ dans lequel il y a justement un cercle, donc avec un grand chêne juste au milieu, et où certaines personnes, oui, on le voit très très bien, on voit le chêne juste là, mais on ne voit pas tout à fait le champ pour le moment. Le champ de vision n'est pas le bon. Des personnes viennent danser tous les étés, main dans la main, en tournant autour de ce chêne, tout nu, en fumant du cannabis. D'ailleurs, il ne devrait plus tarder puisqu'on est mi-juillet. C'est fin juillet, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il y a à peu près en général entre 50 et 70 voitures garées juste dans ce champ-là, des voitures immatriculées à l'étranger, Belgique, Allemagne et autres. Donc l'année dernière, nous avons trouvé, donc avec le chercheur Michel Henry, près de ce chêne, une ouverture. Tu t'en souviens, Ryan? Une ouverture qui semble être justement un tombeau. Aménagé, ça c'est clair. Ouais, bon, tu fais pas, t'emmènes pas des cailloux là-haut comme ça, pour rien. Sans une démarche. Voilà, il faut dire. Ça c'est la main humaine, ça. Ouais, c'est pas d'aujourd'hui, ouais, ben on voit bien. Et pourquoi? Pourquoi que ça a été maçonné, j'en sais rien. Mais normalement ça continue pas, c'est le problème. Bah là t'as qu'une solution pour le savoir, c'est descendre un maximum. Hein. 2 secondes. Ah, on est très grosse dalle.
cheveux. C'est pas un problème. Il avait mis sa chemise là pour lui. Ouais, il est dedans. Vraiment de grandes découvertes, mais et voilà donc hypothèse, hein, ce tombeau que nous avons découvert l'année dernière, vide, complètement vide, en tout cas pourrait être justement l'emplacement du tombeau sur le tableau des Bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin. En tout cas, au niveau point de vue, c'est comme ça qu'on verra vraiment la pique sous le bon angle. Cette fameuse roche que l'on voit ça pourrait en fait, tout à fait être en deuxième plan au centre du tableau du Poussin, hein, en forme de pointe. Donc sur les lieux de Contils, cela ne ressemble à rien, mais cela ressemble uniquement à la pique que nous trouvons actuellement. La pique avant, on peut supposer avant l'éboulement qui a dû avoir lieu ici, parce qu'on voit clairement que les pierres ont dû débouler. Et on peut supposer peut-être qu'à l'époque de Poussin, la pique avait une toute autre forme, une toute autre tête, en tout cas ici. Le bout de la pique. Peut-être plus de rochers, un peu plus haut, ce qui donne cet aspect plus massif. Mais néanmoins, la ressemblance est frappante. Donc, nous allons donc prochainement, après avoir descendu de la pique, nous allons nous diriger vers un endroit qui restera secret pour le moment, où nous allons vous faire découvrir pour la première fois, filmé depuis 30 ans, peut-être même davantage, après la photo de Gérard de Sède et de Plantard, cette fameuse borne Alcor, en forme de tête de lièvre. Voilà, nous allons nous diriger tout de suite après. Sainte parole sur la vallée de l'Aude de René-les-Bains. Bon, c'est bon, tout le monde va me prendre pour un cinglé, ce que je suis déjà, quoi. Regardez tous ces enfants qui courent. C'est magnifique. Bientôt j'irai danser autour de l'arbre. Elle a une maîtrise de Castor Junior, donc c'est pour ça qu'on l'a pris. Pas n'importe qui, hein. Je suis désolé, on demande un minimum de compétences et de connaissances. Et de bière. Et de bière. Sabrina, donc comment t'appelles-tu? Sabrina, j'ai 17 ans, voilà, je suis la plus jeune, le bébé du groupe. Voilà. Et déjà à 14 ans, tu connaissais l'affaire Gélis comme ta poche. Et comment déjà as-tu pris découverte de cette énigme de Rennes le Château? Ça, c'est mon grand-père, il m'a donné un CD de Gabriel Knight. Et quand je suis arrivée au camping, j'ai rencontré... C'est un jeu vidéo d'aventure sur PC, Gabriel Knight. Ouais. Tu es venu pour la première fois à Rennes le Château. Voilà, virtuellement. Voilà. Je n'ai pas pris de vortex. Et j'ai rencontré la réplique de Gabriel Knight. Il est en train de me filmer en ce moment. Oui, en brun alors. En brun, ouais, et avec sans la Harley. Et j'ai pris la moto. C'est vrai que c'était pas une Harley, c'était une Yamaha. Non, c'est une Suzuki. Une Suzuki. Une Suzuki noire. Voilà. Tu veux nous en dire plus? Vous en dire plus. Tu as fait quelques visites dernièrement, il y a des gens que tu as fait visiter des gens à le château. Oui, un groupe de collants, si je revois cette cassette sur le net, on les saluera. Et donc oui, je me suis tapé la visite guidée. Et je ne suis pas, je tiens à le dire, je n'ai pas le BAFA, je n'ai rien fait payer. D'accord, bon on va couper. Speech, nous expliquant l'histoire de la pierre de Plantard que nous avons sous les yeux, qui ressemble comme une tête de chat ou une tête de lièvre, qui rappelle le fameux tableau dans l'église de Rennes-les-Bains, le Christ au lièvre. Alors peux-tu nous en parler et nous parler aussi de cette inscription et du sens inversé
par rapport à la photo. Ce qu'on sait de la pierre de Plantard, on le sait grâce au site... Plus fort, Lolo. Pardon. Ce qu'on sait de la pierre de Plantard, on le sait grâce au site sur lequel il a été publié, puisqu'il y a un site qui en parle, clairement. Donc ce serait a priori pour Pierre Plantard la Bornalcor, donc une pierre de bornage qui permettait un décodage quelconque ou du moins une hypothétique triangulation sur carte. Donc voilà ce qu'on sait de cette pierre à la base et c'était un élément essentiel, voire très important de la recherche autour de Plantard, de Chérizet, Serpent Rouge, etc. Circuit également déposé à la Bibliothèque nationale de France. Alors voilà, cette pierre, voilà ce qu'elle représente. A priori, tout le monde s'en rend compte, elle est inversée. Elle devrait présenter des inscriptions qui n'y sont pas. Voilà. Alors quelles sont-elles, Ryan, les inscriptions? Ad lapidem, curebat, oleg, Regina. Qui signifie? Cette pierre courait jadis la reine. Alcor. Initial Alcor, étoile de la constellation de la Grande Ourse. Arsène Lupin. Arsène Lupin, et enfin, je pense très sincèrement, mais ça c'est mon opinion personnelle, que ça a vraiment aucun lien avec notre histoire. Mais bon. Si ceci dit, sur la photo, on voit clairement qu'il y a marqué sur le côté gauche de la photo l'inscription, si je me souviens bien. Et comme la photo est inversée... Voilà, donc là, nous pouvons voir qu'il n'y a absolument aucune inscription et non plus aucune trace d'effacement de la pierre. Non, mais pour la simple bonne raison que les inscriptions sont à l'endroit sur une photo à l'envers. Exactement. Donc si on prouve qu'il n'y a jamais eu d'inscription. Si on remet la photo à l'endroit, voilà. L'inscription devrait être à l'envers. N'ont jamais été présentes sur cette pierre. Donc a priori cette pierre... Cette inscription en fait aurait été gravée sur une photo qui aurait été inversée ou un diapositive qui aurait été retourné. Puisque Pierre Plantard a retouché la photo pour en fin de compte. On voit clairement qu'il a gommé tout le contour. Ça fait partie, oui. C'est ici. Ça fait des oreilles. Ce qui fait qu'on a l'impression que cette pierre est un peu en plateau en fait. Voilà. Sommet. Une pierre qui, en soi, n'a pas d'intérêt particulier, pas de gravure, on peut imaginer une croix, mais peu importe. Deux, on voit une photo qui est inversée, sur laquelle il devait y avoir quelque chose écrit qui n'y est pas écrit. Très rapidement, quand on connaît un petit peu en plus de ça, ce qui se dit, ce qui se sait sur Pierre Plantard, ou du moins ce qui se suppose sur Pierre Plantard, sans porter aucun jugement, on peut se dire c'est une mystification. C'est cette info, cette pierre n'a pas d'intérêt particulier, n'est pas un bornage particulier sur une carte hypothétique. On peut toujours se tromper, bien entendu. Enfin, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que Ad lapidem n'a jamais été gravé là-dessus. La pierre Alcor est a priori, dans ce cas précis, une invention de Pierre Plantard. Mais à quoi bon? C'est ça qui est extraordinaire. À quoi bon? C'est toujours pareil, si on part dans la mystification à tout prix, si on commence à mettre un pied dans le mensonge, je crois qu'au fur et à mesure on s'y enfonce, quoi, dans le sens où on est obligé tout le temps d'argumenter, d'accréditer, d'apporter des preuves, et au final, en fin de compte, on s'enlise dans une sorte de grande mascarade qui n'a plus aucun sens au final. N'a plus aucun sens. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé pour Pierre Plantard, mais en l'occurrence, cette pierre, c'est une certitude, n'est pas une borne Alcor comme Plantard la présente. Ça, c'est une certitude. Tout à fait. Donc une demi-réponse apportée à une demi-question. En tout cas, vous êtes les premiers à avoir trouvé cette pierre que l'on croyait être inexistante dans les environs. Ou présente à Paris. Voilà, ou présente à Paris, d'après les dires justement de Chérizet. Tout à fait. Comme quoi lui non plus n'était même pas au courant. Donc uniquement une photo parue sur le livre de Gérard de Sède, L'Or maudit, jamais filmé, uniquement pour la première fois. Et cette découverte, donc on la doit donc à Laurent et
et surtout à l'œil de lynx de Ryan, qu'il a vu un petit peu par hasard, presque. Complètement par hasard, je veux dire, il n'y a pas de mérite. Quoi. On la cherchait pas du tout. C'est ça qui est beau. Voilà. Et c'est-à-dire qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui l'ont cherché, et en vain malheureusement. Ça leur aura peut-être fait plus plaisir à eux qu'à nous. Et tu l'as vu en plus à l'envers, c'est-à-dire tu étais de l'autre côté. Ah non, pas du tout, on est arrivé exactement là où tu te trouves. On est arrivé par là. D'accord. Donc Laurent a continué sur le côté, puis il est allé derrière. Ouais. Et moi j'allais le suivre, et puis tu sais, c'est cette sorte de flash, quoi. Ouais. Cette sorte de flash où quand tu as un flashback, j'ai déjà vu ça quelque part, cette image. Et puis le temps que tu réfléchisses, au bout de quelques secondes, tu remets vite en fin de compte. C'est extraordinaire. Elle a quand même une forme assez caractéristique. Ouais. Quoi. Et en plus, oui, tu aurais pu ne pas t'en rendre compte parce que cette pierre qui est derrière, sur la photo de Plantard, comme il en a effacé la moitié. Oui, on a l'impression que c'est sa deuxième oreille. Voilà, c'est sa deuxième oreille, oui. Ah oui, pas du tout. Voilà, mais pas du tout en effet. Et donc derrière, nous pouvons... Tu peux même la filmer sous tous les angles pour bien montrer. Quoi. Peut-être pas avec les montagnes derrière, mais bon. Ouais. On va essayer de garder un petit peu le secret sur son emplacement réel. Hein, parce que c'est sûr et certain, on connaît quelques chercheurs qui sortiraient leur marteau, leur burin. Ah, ça n'a aucun doute. Et là, quelque chose d'assez incroyable aussi, cette main, comme ceci, une main serrée, paume en l'air. Il y avait une flèche ici, un cercle avec une flèche, qui était directement dans l'axe Rolle-Lambarou, qu'on peut apercevoir juste au-dessus. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il devrait y avoir dans l'église de Rennes-les-Bains un petit tableau, une petite iconographie, qui représenterait un pape, le pape de l'époque bien sûr, qui représenterait un pape, exactement dans le décor représenté qu'on voit derrière ici, une petite fenêtre avec des barreaux. L'église, le pape se trouvait donc ici, il faisait un signe de 4, donc 4 des constructeurs maçonniques, le 4 du client, le 4 du glyphe. Le 4 du parchemin. Le 4 du parchemin, exactement, qui représentait un 4, et donc la flèche pointait le Rolle-Lambarou. Donc une fois de plus, une piste intéressante à travailler. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir eu l'information avant qu'il y ait eu une détérioration, une fois de plus, d'une pierre tombale. Surtout celle-ci, la tombe de janvier, le prédécesseur de l'abbé Boudet, enterré ici, bien sûr, avec le 17 janvier, bon ça personne ne s'en interroge. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à l'intérieur de l'église, dans la petite chapelle d'entrée, on retrouve également le mot Vier, qui est mis en évidence exactement comme ici. Donc peut-être effectivement un codage, une fois de plus, au niveau cartographique, mais bon. Et donc là, on peut voir mort le premier... Donc là, on peut bien lire mort le 1er septembre 1872, sauf que le 7 est délibérément voilà, marqué. pour indiquer justement, comme par hasard, 17 janvier. 17 janvier. Date initiatique, le grand classique. À noter également une croix qu'on pouvait associer à une croix templière, bien entendu. Donc c'est intéressant de bien sûr avoir le tableau qui se trouve à l'intérieur de l'église. Il y a une représentation de ce tableau sur internet qui circule, difficilement retrouvable, on ne sait plus où aller. Tu parles duquel tableau pas le Christ solaire. Non, pas le Christ solaire, une petite iconographie, pas le tableau de Van Dyck, une petite iconographie qui devrait représenter a priori, un pape qui, comme on les représente souvent, fait le signe du pape trônant, siégeant, donc ce signe, comme sur la représentation, la reproduction qu'a ramené la Bessonnière de Paris, de Célestin, on peut retrouver la position classique du pape, sauf qu'il est représenté devant cette église,
avec le roc d'Ambarou dans l'axe de la Flèche. Donc on retrouve bien à l'intérieur de l'église un tableau qui représente la scène extérieure de l'église, donc là où nous sommes actuellement. Alors on va peut-être voir la deuxième tombe de Janvier, donc pour bien montrer. La deuxième tombe de Fleury, tout à fait. J'ai envie qu'il y ait deux tombes de Janvier, mais non, dans une autre dimension peut-être. Alors, petite parenthèse intéressante à noter, on s'est interrogé sur la tombe de Janvier par rapport à l'écriture 1er septembre qui est écrit avec un chiffre pour former 17 janvier. On va tout simplement remarquer un deuxième petit détail, donc pour essayer de faire le contrepoint, et voir qu'il est écrit septembre exactement de la même façon ici, donc avec un 7, non pas en toutes lettres comme on aurait pu l'attendre. Donc c'est la tombe de Madame Louise Cadena, ce qui est quand même à la fois très rigolo. Louise Cadena, décédée le 5 septembre 1897 à l'âge de 51 ans. PPE. Alors, il y a deux petits détails qui sont intéressants sur cette tombe-là, sans aller chercher beaucoup plus loin. La première chose, c'est que le septembre est écrit comme on le voit là, donc de la même façon que sur la tombe de l'abbé Janvier. 1897, ça veut dire que l'abbé Boudet était à l'époque en poste lors de cette inhumation. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'a priori le style graphique et le glyphe sont exactement les mêmes que la dalle de Elisabeth Reynaud. Pourquoi? On peut le remarquer avec ce petit détail. Ici, on s'aperçoit que c'est exactement la même graphie que l'on retrouve sur la dalle d'Elisabeth Reynaud. Exactement la même. Ça devait certainement être le même artisan. Alors, on peut se dire que c'était le même artisan qui taillait ces pierres-là. Donc, pour aller un petit peu plus loin dans la réflexion, se dire qu'effectivement, l'artisan qui gravait les pierres n'était pas celui qui décidait de la sentence. La preuve en est, si tant est que ce soit la même personne, les N sont parfaitement à leur place, parfaitement à l'endroit. Pour Madame Louise Cadena. Louise Cadena, détentrice du secret, c'est elle qui garde les clés de la porte. Donc là on est bien d'accord, même époque, probablement même graphiste, et pourtant là les N sont à l'endroit, et en plus en minuscule. Pour ça, et donc c'est Pierre Tombal Baruto. Nous pouvons encore y voir une figuration du nombre 7 pour septembre, et encore une fois PPE. On va faire une petite recherche pour savoir ce que ça veut dire PPE. Ça doit être quelque chose de classique, mais nous ne le savons pas pour le moment. Qu'est-ce que tu as trouvé? Donc ça c'est la tombe du comte de Fleury. Tu devrais faire un frottis là-dessus. Oui, c'est vrai qu'on distingue très mal les écritures. Ouais, très mal ce qu'il a fait. À mon avis, l'eau ça servira à rien. Vas-y, balance la flotte, tu vas voir. Bien joué. Vas-y. Qu'est-ce que tu décryptes? Ici repose. Ici repose. Paul. Paul Henri, on dirait. Comte de Fleury. Donc là, c'est Paul Henri. Paul, il y a quelque chose qui est écrit là. Paul, quelque chose Henri. Paul. Paul E. Ça c'est un E. E. Décédé. « 1800 quelque chose, non? T'arrives à voir? Quasiment pas là.
Décédé le 10. Passe ta main comme ça, t'as vu? On voit de suite, il faut que tu passes ta main. C'est ça? Ouais. 1800. 57. Ouais. C'est pas la même date. Est-ce que les deux tombes de Fleury ne seraient pas ensemble en fait, rassemblés? Décédé le 10 septembre, on dirait bien. Difficile à voir. Encore? Attends, il y a un P, M, B, R, E. À mon avis, c'est septembre. À l'âge de 14 ans. 14 ans. 14 ans? Paul Urbain de Fleury décédé à l'âge de 14 ans. Non, c'est pas Urbain, c'est Paul Henry. Paul Henry, d'accord. Comte de Fleury. Alors il y a Paul Henry, comte de Fleury. Sauf qu'il y a un truc entre les deux assez bien. Il reste un peu d'eau là, regarde. Tu peux en jeter juste ici là. Paul Élie. Paul Élie? Paul Élie. Tiens, Élie justement c'est juif ça. Ici repose Paul. On dirait Élie. Paul Élie Henry, comte de Fleury, décédé le 10 septembre 1800. Donc le comte de Fleury en fait il aurait des origines judaïques. C'est juste un nom donné. Ouais, juste un nom, mais tout le monde ne s'appelle pas Élie, surtout à l'époque. Hein. 1800, on dirait un 9 ça. Ça. Bah oui, carrément un 9, oui. C'est un 9. À l'âge de 1880. Ça peut pas être 14 ans. 11. Ah bah c'est possible, hein, tu sais. C'est un 4. Et là, c'est. On dirait qu'il y a quelque chose devant ici. Ça serait quoi? Ça serait 74 ans? Ouais, moi je vois 14. Ce serait un fils. Tu vois. Donc qu'est-ce que tu dis là dessus là, sur ici là, qu'est-ce que tu dis? Il est passé en faisant le bien. Il est passé en faisant le bien. Mais ça on le sait. Exactement. Comme passé en fait bien. Bon, tout ça, ça a été bien sûr très certainement buriné par. Comme Planter l'a écrit, un serpent rouge. Le pan rouge de Serre. comme c'est écrit dans le serpent rouge, effectivement. Si tant est qu'on puisse accorder du crédit au serpent rouge. En tout cas, c'est toujours la même chose. Il est passé en faisant le bien, on est bien d'accord, c'est sur le serpent rouge. Ah oui, totalement. C'est un clin d'œil évident à Paul Urbain de Fleury, je veux dire. En tout cas, ça tombe. Mais ce Élie, ça me trouble quand même. Il faut savoir qu'Aupoul avait quand même en plus un blason représentant une étoile de David. Très intéressant. Par contre, il me manque, tu sais quoi, il me manque juste cette date là. C'est trop bête. 1800. C'est quoi la date qu'il y a là? Mais... Attends, tu peux passer un coup de flotte là? Tu balances ça. Ne nous faisons pas voir. 1856, pas besoin de passer un coup de flotte. Mais pour la caméra, balance de l'eau quand même. Donc que lisons-nous? Reste transféré de Paul Urbain, comte de Fleury, décédé le 7 août 1856. 56. Ouais, il y a une barre qui a été rajoutée pour faire style 36, mais non, c'est 56. À l'âge de 60 ans. Concession perpétuelle numéro. Mais ça, on retrouve ça sur beaucoup de temps. Ouais. Donc là, nous avons Paul Urbain. Et de l'autre côté, Paul Élie Henry, comte de Fleury. Donc à mon avis, les deux tombes de Fleury sont réunies en une seule. Hein. Et cette dernière a été scellée sur la première. Voilà. Rajoutée par-dessus. C'est bien septembre. Hein. Il est passé en faisant le bien. Quelqu'un a encore cassé ça. Ou alors ça peut être naturel. Mais si ça ne l'était pas, ça serait pas surprenant. Le 10 septembre, c'est une certitude. Il nous manque.
Vous avez les noms là, en marche. Ok, on y va. Donc là, Ryan, tu peux nous expliquer ce qu'on est en train de faire? Là, on cherche l'acte d'Elisabeth Reynaud qui est juste ici. D'accord. Donc 1857, sur le registre des décès de Cuisa. Donc il est juste là, tu dis? Oui, juste ici. Paragraphe ici. Tout ça. Vous avez peut-être derrière aussi. Ah non, non, ça, la signature est en bas, donc logiquement, ça devrait finir sur ce côté-là. D'accord. Maison familiale. La maison de son père. Dans la maison de son père. Son père dit Laram. L-A-R-A-M. Et juste après, on dirait qu'il y a un très bon compte à voir. Laram. Audi Amo. Laram. Audi, d'après les hommes, nous sommes sur le FMC, etc. De toute façon, voilà. Tu as juste les parents. Et Laram s'écrit comme ça. Vous l'écrivez comme ça. Vous l'écrivez comme ça. L-A-R-A-M. Attaché. toujours comme ça. Donc sur la carte, c'est l'apostrophe ARN maintenant. Oui, et là, il faut... Là, je vois pas d'apostrophe. Ah, non, et je l'ai même vu écrit avec un Y. Non, ici, là, il y a l'apostrophe ARAM. Oui, c'est ça. Et Reynaud, le nom de Reynaud, ça s'écrit D, après AUD en général. Reynaud qui existe à Cuisa avec un D, maintenant, celui-ci. Il n'y a jamais de N avant le D, parce que c'est très rare. Moi, j'avais jamais vu, personnellement. Je l'avais jamais vu. Ok, est-ce que vous êtes bon avec tout ça? Je pense qu'on a vu ce qu'il fallait voir. Mairie affiliée de l'État, etc. de la commune de Cuisa, etc. Je pense qu'il n'y a aucun problème dessus. Non. Et là, c'est... On l'a trouvé pour utiliser absolument l'image. Ok. Voilà. Un grand merci. Merci beaucoup. Très gentil. De votre part. Bonne journée. Merci. Et bon courage par la chaleur. Ça va, le ventilateur et tout. Il fait quand même chaud. Ouais. Le registre de décès d'Elisabeth Reynaud. Nous avons eu confirmation de la date et du lieu de l'ERAM. Vous pouvez nous parler de l'orthographe du nom d'Elisabeth Reynaud et de l'ERAM que nous avons trouvé sur le registre et qui diffère quelque peu avec la pierre tombale. Donc, concernant la dalle d'Elisabeth, la dalle mortuaire d'Elisabeth Reynaud, effectivement, on s'est renseigné à la mairie de voir quel était son acte de décès tout simplement pour voir les similitudes par rapport à cette dalle, tout simplement voir si on pouvait trouver un renseignement supplémentaire. Alors effectivement, ce qu'il y a d'assez intéressant et intriguant, on a bien effectivement retrouvé le 15 mars 1857 l'acte de décès d'Elisabeth. 15 mai. Le 15 mai, merci Ryan. Le 15 mai 1857, l'acte de décès d'Elisabeth Reynaud, donc décédée comme il est écrit sur sa dalle, à la métairie de la Rame, donc chez son père. À l'âge de 18 ans. Donc, pas de motif particulier pour ce décès, c'est un petit peu ce qu'on recherchait au début. Les informations sur les raisons du décès de toute façon sont confidentielles apparemment. Confidentielles, à part la famille et le médecin, personne ne peut les consulter. Dans le registre des décès, de toute façon, la cause de la mort n'est jamais indiquée. Donc la date est bien la bonne. La date est bien la bonne. L'endroit est bien le bon. Avec une différence d'orthographe. Oui, alors voilà, c'est là où on peut noter les différences par rapport entre l'acte de décès et la pierre tombale. C'est que sur la pierre tombale, on le remarque dessus qu'il y a des N inversés, donc au nombre de 4, exactement, pas 3 comme je le disais tantôt. Donc 4 N inversés. Ce qui est intéressant, c'est que le nom d'Elisabeth Reynaud ne s'écrit pas avec un N à la fin. Première différence essentielle. Deuxième différence, l'ARAM ne s'écrit pas avec un Y non plus. Même en l'ancien temps. La preuve en est, c'est qu'à l'époque contemporaine donc, du décès d'Elisabeth Reynaud, l'ARAM s'écrit comme aujourd'hui. Enfin, en l'occurrence, s'écrit sans L apostrophe, mais l'orthographe est la même. Donc ce Y ne vient a priori de nulle part. Donc, Ryan ? Bah écoute, je pense que la première des choses, c'est vraiment, c'est ce que je disais, c'est
découvrir quelle peut être, ou en tout cas chercher quelle peut être la symbolique du N inversé, puisque c'est vraiment c'est vraiment la chose principale qui ressort sur cette dalle, y compris les deux pentacles. Donc aujourd'hui, l'interprétation de ces deux pentacles est impossible, parce qu'on n'a pas assez d'éléments, je pense. Difficile de dire que c'est un rapport avec le fait qu'elle soit considérée comme sorcière, etc. Je pense franchement pas que ce soit ça. Je pense qu'il faut vraiment travailler sur ce que les N inversés peuvent vouloir nous signifier, et pourquoi il y a eu volonté effectivement d'avoir un certain nombre de N inversés, parce qu'il aurait fallu écrire, s'ils avaient écrit Reynaud avec la bonne orthographe, on n'aurait eu que 3 N inversés sur la dalle. Ils en ont rajouté un. Est-ce que c'était volontaire ou pas? Très probablement d'ailleurs, puisqu'il se trouve qu'en plus c'est un N. Et on a maintenant donc 4 N inversés. Et je pense que l'histoire et notre route va se poursuivre avec ces quelques indices, peu d'indices, mais en tout cas suffisamment peut-être pour nous dire cette tombe présente un intérêt, peut-être le personnage, l'endroit où elle se trouve, peu importe. Mais on a des lettres rajoutées, des lettres inversées et 2 pentacles, une inscription qui est assez énigmatique des profundis, qu'il faudrait à la limite creuser, voir si on peut trouver cette inscription sur d'autres pierres tombales de l'époque. Tout à fait. Mais en l'occurrence, je pense qu'il y a matière éventuellement à travailler, quoi. Tout à fait. Savoir qui a demandé, donc qui a dicté cette sentence au graveur, puisqu'a priori il y a bien quelqu'un qui décide à un moment ou à un autre de dire voilà ce que je veux voir figurer sur la pierre tombale. Donc à ce titre, est-ce le curé de l'époque, donc l'époque à peine antérieure à Boudessonnière, Égélise d'ailleurs. Ce serait intéressant de se renseigner quant aux dates d'entrée en fonction de notre petit groupe de curés en milliards. Donc ça c'est la première interrogation, c'est se dire qui a commandé, qui a demandé cette inscription sur cette dalle. Il ne faut pas oublier qu'on parlait tout à l'heure des pentacles. Nous avons vu donc sur la dalle qu'il reste 2 pentacles sur chaque côté, oui. Mais le principal était cassé, puisque au-dessus ça remonte et ça forme comme un cercle, et un grand pentacle noir était bien dessiné et gravé et entouré d'un cercle, et cette partie-là est cassée. Tout à fait, on peut se dire effectivement il y avait peut-être 3 pentacles à la base. Alors toujours pareil, il faut toujours se poser la question, est-ce codé, n'est-ce pas codé? Parce que quand on se lance dans un décodage, on peut voir, de toute façon on y voit toujours ce qu'on veut y voir. Donc l'objectivité n'étant pas de mise dans la recherche à Rennes-le-Château, il faut quand même en mettre un petit peu dans sa sauce, si on peut. Donc première question à se poser, c'est est-elle codée, n'est-elle pas codée? Les 3 pentacles ont-ils une importance? Les N inversés également. Est-ce que c'est tout simplement un indice pour attirer l'attention? Est-ce qu'en lui-même cette dalle est un indice révélateur d'un lieu? Puisqu'on l'a vu, à plusieurs reprises, effectivement, on peut se repérer géographiquement dans cette région, dans cette zone, compris entre Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, le Bézu. On se rend compte qu'effectivement, beaucoup de choses peuvent nous ramener ici. Voilà, et ce ne serait pas une nouveauté, puisque nous l'avons déjà vu avec la dalle de la marquise de Blanchefort, Etienne Arcadia Higo, et en dessous, Régis, Célis Arquis. Et nous avons vu qu'avec les T qui soit été à la bonne place, ou rajoutés, ou enlevés, on s'était aperçu que cela signifiait en gros le trésor des Hauts-Poules n'est plus à Rennes, mais a été déplacé dans une cave, Catine. Voilà, donc nous allons essayer de travailler sur cette pierre tombale d'Elisabeth Reynaud pour voir si éventuellement, tout en gardant conscience qu'on peut y trouver beaucoup de choses quand on cherche, ou rien du tout. Ou rien. On va essayer de voir si éventuellement il y a quelque chose de sérieux qui s'en dégage. Tout à fait. Bon, ça fera partie de nos axes prochains de progression. Je l'espère, nous le souhaitons fortement. Et nous le souhaitons pour vous également. Pour vous, téléspectateurs, nous regardez. Tout à fait. Qui voyagez de l'étrange à l'inconnu vers les mondes engloutis de l'Arcadia. Ne réglez pas votre téléviseur, c'est tout à fait normal. Tout à fait, nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous sommes aujourd'hui une fine équipe de chercheurs très avancés dans nos recherches, puisqu'on a déjà les bottes pleines de boue. Donc on s'est déjà retiré de la boue. Et les genoux bien griffés. Exactement. Nous ne sommes pas restés enfoncés dans la boue, et nos genoux sont bien griffés. Voyez-vous. Donc bon, toujours pareil, Rennes-le-Château amène bien souvent dans ses voyages plus de questions, plus d'interrogations que de réponses.
En même temps, c'est ce qui fait tout le charme de la recherche. À chaque voyage, ses découvertes, à chaque voyage, ses rencontres. Et en l'occurrence, cette fois-ci, petite découverte a priori, peut-être grande révélation par la suite. Oh, excuse-moi, c'est Jean d'Argoun, je vais aller lui demander un autographe. Jean ?